bonsoir, dépendant à l'heure que vous regardez cette émission. Comme vous savez, le rendez-vous économique est chaque dimanche soir sur Télémétropole et le dimanche après-midi sur Radio Métropole, une émission produite par le groupe Croissance. Nous allons du côté de la République dominicaine. Ça fait déjà quelques temps qu'on fait le va-et-vient entre Santo Domingo et Port-au-Prince. Ces jours-ci, la Caraïbe, que ce soit l'île que partage Haïti et la République dominicaine et de Cuba également, il y a beaucoup de mouvements. Donc, on va essayer d'analyser avec Jean-Michel Kawas ce qui se passe du côté de la République dominicaine. Jean-Michel, merci d'avoir répondu à l'invitation. Un plaisir. Bonjour aux amis haïtiens, en espérant que les choses vont s'améliorer en Haïti. Tout d'abord, cette vague de corruption, il y a tellement d'opérations, l'opération 13, l'opération Medusa, il y a un scandale également au niveau de l'électricité. Scandale, on en vend en République dominicaine. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a un changement, je dirais le changement le plus important qu'a représenté l'élection il y a pratiquement un an, l'élection du nouveau président Luis Abinader, c'est qu'on a jusqu'à un ministère public indépendant. Vous savez que un des facteurs importants de la victoire du Parti révolutionnaire moderne et de Luis Abinader a été cette Marcha Verde, ce grand mouvement citoyen qui, pendant plusieurs années, je dirais, a dénoncé la corruption du Parti de la Libération dominicaine, le PLD, qui était au pouvoir donc avec le président Danilo Medina et avant le président Leonel Fernandez. Et je crois qu'un des engagements qu'avait pris Luis Abinader pendant la campagne et qu'il a respecté, ça a été de nommer une procureure générale de la République, l'équivalent du ministre de la Justice pratiquement, indépendante en la personne de Myriam Germán, qui est une magistrate très connue en République dominicaine pour le fait justement de son indépendance. Et je crois qu'on en voit les résultats aujourd'hui avec cette série d'affaires, comme vous le signaliez, qui touchent pour l'instant essentiellement des gens de l'entourage de l'ancien président Danilo Medina. Par exemple, dans l'affaire Pulpo, toutes ces affaires ont le nom d'Ali Marin, curieusement, fait public. Et dans l'affaire Pulpo, il y a un frère et une sœur de l'ancien président Medina qui sont impliqués dans cette affaire, qui sont accusés d'avoir de pesos. Ça fait des sommes très importantes. On parle de plus de 60 dans des affaires de contrats sur l'électricité pour les différentes entreprises du secteur électrique. Il y a également un homme qui était très très proche de l'ancien président Danilo Medina, qui était le chef de sa sécurité, de la garde présidentielle, le général ou le colonel Adán Cáceres, qui a été également mis en cause, accusé pour des affaires de corruption touchant des fonds militaires, des fonds qui devaient revenir donc à l'équipement de l'armée, y compris il touchait des ristournes sur les salaires d'un certain nombre de militaires, de membres des forces armées. Donc là aussi, il y a un scandale très important qui porte sur des sommes considérables et qui touche, encore une fois, quelqu'un de très proche de l'ancien président Danilo Medina. Et puis, tout récemment, c'est l'ancien procureur général de la République, Jean-Alain Rodriguez, qui était lui aussi un des proches de l'ancien président Medina et qui a été accusé et qui est désormais qui dort en prison depuis quelques jours, donc sous le coup d'une enquête pour des détournements très importants, notamment lors de la construction d'une nouvelle prison près de Saint-Domingue, la Victoria, dont il y aurait également des détournements portant sur des centaines de millions de pesos dans cette affaire. Donc là, essayons de faire, est-ce que c'est le même système qu'ils ont qu'en France? Parce qu'en Haïti, on connaît bien, il y a le ministère de la Justice, il y a le commissaire du gouvernement. Donc le procureur, ça représente quoi en République dominicaine? C'est le même système qu'ils ont?
c'est un système, je dirais, qui est plus proche finalement du système américain. OK. C'est-à-dire qu'il y a ce procureur général de la République n'est pas membre du cabinet ministériel. Je dis ça serait l'équivalent du ministère de la Justice en France ou en Haïti, mais en réalité, l'idée des institutions dominicaines qui étaient, vous voyez, c'est que le ministère public est réellement doit être indépendant et c'est le cas en tout cas depuis ce qu'on voit depuis près d'un an. La procureure générale de la République, Myriam Herman, a agi, y compris d'ailleurs, je voulais signaler que ce ne sont pas seulement des gens de l'ancienne administration qui ont été mis en cause et y compris mis en prison avant procès pour corruption. Il y a également deux personnes du Parti révolutionnaire moderne, du parti donc au pouvoir actuellement, du parti de Louis Abinader. Il y a notamment un jeune dirigeant du PRM, du Parti révolutionnaire moderne, Dicen, qui avait été nommé directeur de la Loterie nationale, et le ministère public donc a mis à jour un scandale dans le tirage des numéros, et ce Dicen a été également inculpé donc pour corruption et détournement de fonds. Il y a également eu d'autres affaires mettant en cause des membres, des dirigeants du Parti révolutionnaire moderne. On dirait là aussi il y a une nouveauté, car jusqu'à présent, dans l'histoire récente de la République dominicaine, la justice ne touchait pas aux dirigeants du parti au pouvoir. Là, c'est en train de changer, y compris il y a deux députés du PRM, du Parti révolutionnaire moderne, accusés de narcotrafic, qui ont été également inculpés pour cette activité de narcotrafic. Donc, je pense que ça, c'est quand même une preuve qu'il y a réellement une volonté de changement en la matière et une volonté de lutter contre l'impunité et la corruption, qui étaient des mots absolument qui gangrénaient, je dirais, la République dominicaine sous le règne du Parti de la Libération dominicaine et avant sous le règne du président Balaguer. Deux femmes extrêmement puissantes. On parle de Myriam Herman, qui est la procureure générale, et son adjointe, Yeni Berenice et Reynoso. Et ce sont deux femmes. D'ailleurs, la seconde, il y a eu des menaces de mort sur sa vie de cette affaire de Caceres. Est-ce que vous pensez qu'elles vont pouvoir tenir là-bas et maintenir cette lutte farouche contre la corruption qu'on n'a pas vue réellement, en général, dans un pays comme la République dominicaine depuis quelque temps déjà? Non, depuis pratiquement, je dirais jamais. C'est vraiment, c'est une révolution dans ce pays, car depuis la fin de la dictature de Trujillo, le long règne de Balaguer était fondé sur la corruption. Il utilisait de manière délibérée la corruption pour acheter des secteurs, pour acheter des fidélités. Donc, je dirais que cette continue tout au long de ce mandat du président Abinader. Je crois réellement qu'il y a un changement là, fondamental de la République dominicaine. Alors, quant à voir si les deux femmes dont vous citez les noms, Myriam Herman, qui est donc la procureure générale de la République, et Jenny Berenice, qui est son adjointe, oui, effectivement, il y a eu, comme vous le disiez, des menaces de mort qui ont été proférées contre Jenny Berenice. Mais les deux femmes sont courageuses. Je crois qu'elles affrontent la situation avec beaucoup de courage et elles ont évidemment les protections qui s'imposent dans ce genre de situation. Wilson Camacho, lui, c'est la PEPCA. C'est quoi exactement? Et cet avocat noir? Oui, alors lui aussi, en fait, ce sont les deux adjoints avec Jenny Berenice de Myriam Herman et ce sont eux vraiment qui conduisent les enquêtes, qui mènent les dossiers. Et je dirais que Myriam Herman a un rôle fondamental pour choisir les dossiers, car il y a beaucoup d'affaires de corruption en cours ou qui ont été dénoncées dans les médias ou par différentes personnes. Notamment, je dirais, jusqu'à présent, on n'a pas touché aux affaires de corruption qui touchent les Leonel Fernandez, les administrations précédentes de Leonel Fernandez. Est-ce que c'est pour des raisons politiques? Est-ce que parce que le ministère public n'a évidemment pas le temps de tout traiter?
Est-ce que ça se fera par la suite? Vous vous rappelez sûrement en Haïti d'affaires qui impliquaient un sénateur de San Juan de la Maguana, Félix Bautista, qui a eu beaucoup de contrats pour la reconstruction après le tremblement de terre en Haïti. Jusqu'à présent, son cas est toujours archivé et n'a pas été, je dirais, réactivé par l'actuel ministère public. Peut-être que ça viendra. Pour l'instant, c'est surtout donc des gens, des personnes qui ont servi l'administration de Danilo Medina et, comme je vous le disais, également des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires de l'actuelle administration, car Luis Abinader a été très clair et il a mis en garde tous ses collaborateurs, tous les ministres, tous les directeurs d'administration, en leur disant que celui qui mettrait la main dans le pot à confiture en subirait les conséquences. Non seulement serait limogé, mais également serait soumis à la justice, et c'est ce qu'on voit actuellement. Donc là, il y a un changement fondamental, je dirais, dans la gestion de l'État dominicain. On parle de plus de 300 cas au niveau de corruption administrative. Donc, vous parliez de Leonel Fernandez et Odebrecht est encore là. Donc, est-ce que ça veut dire que l'administration dominicaine est vraiment dominée par la corruption? Et comment on arrive quand même à avoir une croissance économique aussi importante avec des coûts aussi élevés? Il faut le faire, là. C'est une bonne question. Je pense que ce serait intéressant que de bons économistes se penchent sur cette question. Mais je pense que, si vous voulez, l'affaire de la corruption, évidemment, pose des problèmes, coûte cher, notamment dans la réorientation de la dépense publique. Et je crois qu'une des conséquences de la corruption importante qu'on a connue en République dominicaine jusqu'à cette nouvelle administration, et de l'impunité surtout, qui a permis donc la floraison de cette corruption, ça a été le fait qu'en dépit de cette forte croissance, de 5 à 6% en moyenne sur la vingtaine d'années passées, les taux de pauvreté n'ont pas été réduits à la mesure de cette croissance. Et je crois qu'une des causes de cela, c'est précisément la corruption. Je crois que la corruption a empêché d'affecter une part non négligeable des bénéfices, des fruits de la croissance, à la lutte contre les inégalités et la pauvreté. Maintenant, Jean-Michel, on a vu particulièrement, c'est les marchés publics qui posent problème. Donc, il y a eu vraiment un contrôle des marchés publics, même des proches et au niveau de la famille Medina en prison, et tout ce qui s'est passé dans les problèmes d'électricité, au niveau également des ports. Donc, est-ce que la structure n'est pas assez solide? Et la Cour supérieure des comptes en République dominicaine, quel travail? Comment a-t-on pu avoir réellement tant d'argent perdu? Alors là aussi, il y a vraiment une reconstitution de ces instances de contrôle, en tout cas au niveau de la Cour des comptes. Tous les membres de la Cour des comptes qui étaient accusés également pour certains de corruption ou de fermer les yeux sur les affaires de corruption, sont en voie d'être nommés à leur place. Et puis, il y a quelqu'un qui est très connu, qui vient de la société civile, Carlos Pimentel, qui était membre de la Marcha Verde, notamment, de cette grande mobilisation citoyenne et d'autres organisations de la société civile, qui a été nommé par le président Luis Abinader à un poste très important qui contrôle tous ces processus donc, de passation des marchés publics dont vous parlez. Et là, je crois qu'il y a effectivement un changement. Il y a un affichage, il y a des conditions plus transparentes de passation de ces contrats. Et jusqu'à présent, en tout cas, c'est encore moins d'un an, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de scandales qui ont été dénoncés à l'occasion du passage de contrats. S'il y a eu une petite affaire, d'ailleurs, il a fallu le limogeage du ministre de la Santé, du premier ministre de la Santé, sur un achat de seringues pour lutter contre le Covid, pour les vaccins. Et donc, le ministre de la Santé a été changé immédiatement, encore qu'il n'a pas été établi qu'il était dans une affaire de corruption à cet égard, mais le prix des seringues avait été notablement surévalué.
Vous suivez le magazine économique et le rendez-vous économique sur Radio et Télémétropole, une émission également disponible sur YouTube. Notre invité, c'est Jean-Michel Kawa du côté de Santo Domingo, une zone vraiment saccagée par un ensemble de scandales et on essaie d'analyser Haïti et la République dominicaine. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. 7%. À bon petit temps, vous bénéficiez 7% obligé. Allez, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entendait parler de obligation BRH. Qui s'allie même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Débouquer pour pipiti 50 000 gouttes ou qu'à mettre dans l'obligation BRH. Cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année? Ça bon net, oui. Et bien, son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos marchés. Qui a fait acheter de la série ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc, pas de perdu nos marchés. D'ailleurs, c'est renouvelé, l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis, qui compte exactement ma jeune produit ça? Vous avez besoin dans toute banque, à toute coopérative qui est dans la fédération, et dans l'autre institution financière. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin pas les Carole, malé. Kounia, il y a plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si vous faites une année dans l'obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettre. Vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profin. Commencez à investir à partir de 1 000 $ ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profin aujourd'hui même. Contactez-nous placement@groupeprofin.com 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Voilà, vous suivez le magazine économique et le rendez-vous économique. Et sur YouTube, vous aurez cette émission disponible à n'importe quel moment. Jean-Michel Kawa qui essaie d'analyser, de décrypter pour nous ce qui se passe du côté de Santo Domingo. Une ville dominée aujourd'hui par des scandales et surtout et la lutte contre la corruption. On a parlé de deux grandes dames, Myriam Herman et Yeni Berenice Reynoso, qui essaient de nettoyer un petit peu. Et c'est vraiment ça ce qu'on peut voir. C'est chaque jour qu'on trouve des scandales et cette situation est puis dominicaine. Jean-Michel Kawa et Caceres qui a fait une intervention lors de son, pas encore le procès, mais quand même lorsqu'il y avait des discussions avant de l'envoyer aux prisons, c'est celui qui surveillait en quelque sorte et la sécurité de Danilo Medina, très proche. L'armée dominicaine, il paraît qu'il y a des liens très étroits entre le PRD, 20 ans au pouvoir, et l'armée dominicaine. On ne craint rien dans ce qui se passe là. Est-ce que l'armée n'a pas été touchée? Il ne peut pas y avoir de réaction. Allons plus loin. On ne peut pas avoir de coup d'État? On peut toujours y songer, mais je ne pense pas que l'ambiance soit à cela. D'une part, le nouveau pouvoir du PRM a nommé des gens d'en tiers confiance à la tête de l'armée. Il y a eu des trains entiers de mise à la retraite de militaires qui justement étaient marqués pour leur lien avec les administrations précédentes du PLD. Il y a eu un renouvellement des cadres, donc. Et il y a eu, je pense, des mesures en faveur des militaires, notamment en matière de sécurité, de protection sociale, de sécurité sociale, et d'autres mesures de revalorisation. Donc, je ne sens pas, en tout cas, ce problème. Je ne sens pas de malaise parmi les forces armées. Et je crois qu'il y a aussi un facteur très important qui joue, c'est que
Il y a eu un sondage récemment fait par la publication Assento, que plus de 15% de la population appuie ces mesures de nettoyage contre la corruption. Et la grande majorité des Dominicains pensent que les mises en accusation qui ont été prononcées jusqu'à présent, donc qui touchent, comme je le disais, pour l'essentiel des gens très proches, y compris des gens de la famille de Danilo Medina, ces accusations sont justifiées, estime la grande majorité des Dominicains. C'est vous dire qu'il serait quand même difficile pour les pouvoirs factices ou pour l'armée de s'opposer à ce désir profond et majoritaire de la population dominicaine, donc de voir un grand ménage dans ces affaires de corruption. Donc, il y a un test démocratique qui se fait là. Exactement. Je pense que les gens ont pris conscience, et ça, la Marcha Verde était très claire en ce sens, que la corruption, finalement, se faisait aux dépens de choses aussi importantes que la santé publique, que l'éducation, que l'investissement public dans des grands travaux nécessaires. Et je crois que maintenant, une grande majorité de la population dominicaine est tout à fait consciente de l'importance de cette lutte contre la corruption, d'autant plus, comme je le disais, que le pouvoir actuel a donné des gages, y compris pour lutter contre la corruption de ses propres membres. Je crois que c'est ça qui est aussi une grande révolution ici, le fait que des hauts fonctionnaires du PRM aient été traduits en justice, que des députés aient été accusés, des députés du parti au pouvoir. Ça, c'est tout à fait nouveau. Et je crois que la population soutient tout à fait ce genre de démarche. Medina dans tout ça. Pardon ? Medina, l'ancien président. Silencieux, tout à fait silencieux. Son parti a été très affaibli donc, par la division. Comme vous le savez, le PLD a été divisé en deux partis. Donc le PLD autour de Medina, je dirais. Et puis la force du peuple, le nouveau parti qu'a créé l'ancien président Leonel Fernandez. Et on a assisté à une espèce de fuite de cadres du PLD vers le nouveau parti de Leonel Fernandez. Donc, je crois que Medina est quand même très affecté et très affaibli par toutes ces histoires. On sait bien que le cycle, c'est très court, c'est seulement 4 ans. Est-ce que là, on peut voir de la politique parce que le PLD, c'était vraiment le principal concurrent du PRM, le parti d'Abinader au pouvoir. Donc, lorsque Fernandez... PL, hein? PLD et PRM, c'est ça. Lorsque maintenant ça arrive, est-ce que le PRM se positionne pour les prochaines élections? Parce qu'il y aura en face quand même Leonel Fernandez qui a laissé pour aller vers l'autre parti qu'il a créé, qui s'est mis en place. Est-ce que ça ne donne pas vraiment un avantage considérable au PRM? Oui, pour l'instant, la situation est favorable. Comme je le disais, tous les sondages montrent que Luis Abinader a une grande popularité. Je pense que les gens reconnaissent qu'il est très actif. Hein. Il travaille 12 à 15 heures par jour, il est 7 jours par semaine, il se déplace beaucoup dans le pays. En plus, c'est quelqu'un qui s'est révélé être doté d'un charisme et surtout qui crée une empathie avec la population et ses interlocuteurs. Donc, il a acquis une grande popularité. Alors, non, pour l'instant, il est très tôt pour savoir ce qui va se passer dans 3 ans lors des prochaines élections, parce que, comme vous le savez, on est loin d'avoir vaincu cette pandémie du Covid. Il y a encore beaucoup d'incertitudes, aussi bien en ce qui concerne le problème sanitaire qu'en ce qui concerne ses conséquences économiques. Donc, jusqu'à présent, la République dominicaine, comme beaucoup d'autres pays, a répondu à l'urgence par un endettement. Il y a eu un très fort endettement, un accroissement important de l'endettement. Bon, c'est un problème qui touche, comme je disais, beaucoup de pays. Et je pense qu'il va être nécessaire de trouver une solution à l'échelle internationale face à cet alourdissement important de l'endettement. Il y a une augmentation des prix également, l'inflation qui était sous contrôle pendant quelques temps. On a retrouvé vraiment quelques poussées inflationnistes au niveau de l'économie dominicaine. Le pouvoir d'achat doit être affecté. Il y a également cette question de l'augmentation des prix.
qui a été plus ou moins contrôlée, mais qui reste effectivement une menace, une espèce d'épée de Damoclès. Alors, il y a 2 jours, le Conseil des ministres, le gouvernement, a annoncé une hausse du salaire minimum, justement, pour faire face à la perte de pouvoir d'achat créée par cette inflation. Les chefs d'entreprise traînent un peu les pieds, mais pour l'instant, cette mesure va permettre au moins de maintenir, je dirais, le pouvoir d'achat des catégories les plus modestes. Et puis, il y a un phénomène qui est intéressant, auquel on ne s'attendait pas, qui a été la forte progression ce qu'on appelle ici les remessas, les envois de fonds donc de la diaspora dominicaine. Ces envois ont fortement augmenté et donc ont permis également à la République dominicaine de souffler, notamment les catégories populaires qui reçoivent l'essentiel de ces transferts. Et puis aussi, finalement, le tourisme, malgré la crise, a réussi à tirer plus ou moins son épingle du jeu. Les résultats qui ont été annoncés il y a 2-3 jours par le ministre du Tourisme ne sont pas évidemment au niveau de ce qu'on connaissait en 2019, avant la crise, mais petit à petit, l'industrie touristique, donc fondamentale en termes d'activité, d'emploi de la République dominicaine, est en train de se remettre sur pied, ce qui est très important. Une petite analyse comparative. Matcha Verde, c'est un petit peu l'équivalent de Petro-Caribé en Haïti, les grandes marches que nous avons connues. Oui. Et ça a donné un grand succès en République dominicaine de manière démocratique, puisque Matcha Verde a permis à Abinader de gagner les élections face au poulain de Medina. Donc, ils ont pris le pouvoir. On en discutait, vous vous rappelez très bien, est-ce qu'il va pouvoir délivrer la marchandise, particulièrement rendre la justice? Et il l'a fait jusqu'à présent assez bien, comme on vient de souligner. Qu'est-ce qu'on devrait apprendre de la République dominicaine? Regardez comment, de manière très souple, harmonieuse, ils ont pu réaliser quand même cette bataille démocratique. Et voilà, le pays continue à fonctionner. J'ai posé la question, puisque l'armée dominicaine, il y a quelques acteurs qui ont été touchés par tout cela. Qu'est-ce qu'on devrait apprendre? Pourquoi nous, regardez les résultats de Petro-Caribé et regardez Matcha Verde? Ce qui est fondamental, et s'il y a une leçon, je crois, à tirer pour les amis haïtiens de ce qui s'est passé en République dominicaine depuis 2 ou 3 ans, je crois que c'est il faut arriver à traduire sur le plan politique cette mobilisation citoyenne qui a été Matcha Verde ici en République dominicaine et Petro-Caribé Challenge en Haïti, traduire en termes politiques, c'est-à-dire construire une alternative capable sur le plan politique d'affronter les pratiques du passé. Je crois que c'est ça vraiment qui a été la clé en République dominicaine. Et je sais qu'en Haïti, un certain nombre de gens, d'amis, sont en train d'essayer de construire une telle alternative politique. Et je crois qu'il y a urgence, évidemment, compte tenu de ce qui s'est passé ces derniers jours et ces dernières semaines. Mais je crois que c'est ça la clé. Je crois qu'il faut que cette mobilisation se transforme en une offre politique alternative capable de régler les vrais problèmes, à savoir, à commencer par l'impunité et la corruption. Sans lutte contre ces 2 fléaux, à mon avis, Haïti va continuer à avoir des sérieux problèmes. Mais je crois qu'il faut réellement qu'une force politique se saisisse de ce dossier, de ce problème, et arrive à mobiliser autour d'elle toutes ces personnes qui ont manifesté, comme vous le rappeliez, sur ce thème de la lutte contre la corruption de Petro-Caribé. Donc nous sommes en sciences politiques. Donc le PRM, le Parti révolutionnaire moderne, un très jeune parti, a su utiliser ce mouvement de revendication et particulièrement de la corruption qui donnait trop de difficultés. Et comme vous avez bien dit, il y a une offre politique. Donc il y a un parti qui a su prendre ça et vendre ça pendant les élections. Et voilà les résultats. Et malheureusement en Haïti, comme vous savez, les partis sont assez faibles, n'arrivent pas à mettre tout ça, un programme en place, une vision qui pourrait répondre aux desiderata de la population. Maintenant, je sais que du côté de la République dominicaine, on parle beaucoup de l'assassinat du président haïtien, M. Jovenel Moïse. Et je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances à toute la famille et M. Moïse, que j'ai connu particulièrement comme homme d'affaires. Donc, en ce sens,
qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la République dominicaine, il y a une nouvelle vague en République dominicaine, à savoir les YouTube, toutes ces chaînes qui en parlent et font des analyses, en veux-tu, en voilà, des discussions. J'ai vu ce fameux Santos, il y a beaucoup de réactions en quelque sorte. Comment vous vivez ça, à savoir ce qui s'est passé en Haïti, l'assassinat de Jovenel Moïse? Évidemment, c'est un événement qui a beaucoup choqué aussi, qui a eu beaucoup d'impact en République dominicaine à tous les niveaux, au niveau des médias, au niveau de la population générale, et particulièrement des nombreux migrants haïtiens, résidents haïtiens en République dominicaine. Et donc, ça fait la une et ça continue de faire la une de la presse dominicaine, des médias dominicains. Comme vous le disiez, les réseaux sociaux, on parle beaucoup. Alors, je dirais, pour résumer, vous avez d'un côté les milieux néo-nationalistes qui s'emparent de l'affaire en disant, vous voyez, ça prouve qu'Haïti est un pays ingouvernable, que c'est un pays, il faut faire ce mur et surtout ne plus rien faire avec Haïti, etc. Et puis de l'autre côté, vous avez des gens beaucoup plus sensés qui disent attention, Haïti est notre deuxième ou troisième marché selon les années. Haïti est un pays avec lequel nous sommes condamnés à vivre d'une certaine façon. Et donc, je crois que la position de l'autorité du affaires en général est beaucoup plus prudente. Ils savent parfaitement que pour des raisons historiques, la République dominicaine ne peut pas être trop visible, trop proactive dans les affaires haïtiennes, évidemment. Et d'ailleurs, le discours dominant au niveau des autorités ici, c'est la seule solution qui pourra durer, ça sera une solution haïtienne. Une solution imposée de l'extérieur ne serait qu'un nouvel échec. Et ça, je crois que, en tout cas, j'en ai parlé avec le président Abinader, avec le chancelier Roberto Alvarez et d'autres membres du gouvernement, Miguel Seara et Max Puig, qui connaissent bien le contexte bilatéral. Là-dessus, ils sont très clairs. Ils savent bien que la seule solution réelle au problème des Haïtiens sera une solution haïtienne. En même temps, il y a une réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. Parce que l'intérêt de la République dominicaine, c'est que les choses aillent mieux en Haïti. C'est qu'Haïti se stabilise enfin sur le plan politique afin de pouvoir se développer sur le plan économique. Et je crois que là, il y a vraiment une conscience depuis déjà une dizaine d'années qu'il faut aider Haïti sur ce plan-là. Tout ce qu'on peut faire pour favoriser la stabilisation politique et le développement économique d'Haïti est favorable pour la République dominicaine. Alors là, comme vous avez vu, la première mesure qu'avait prise le président Abinader était une mesure, je dirais, un peu logique face à la gravité du manicide. Ça avait été de fermer la frontière pendant une semaine, mais au bout d'une semaine, la frontière a été à nouveau ouverte, comme vous le savez. Il y a eu, y compris ce qu'on appelle ici une aide humanitaire, c'est-à-dire qu'on a envoyé du gaz, propane, on a envoyé des aliments. Et puis les marchés binationaux qui avaient été fermés ont rouvert. Et d'après ce que me dit un ami qui est à Darabon, à la frontière avec Ouanamint, l'activité a repris sans anicroche et de manière importante donc dans ces marchés binationaux. Tout à fait. On va revenir dans la troisième partie de l'émission, quand vous savez qu'il y a de gros intérêts politiques, économiques et sociaux entre les deux pays. Donc on va analyser la situation, la mort et l'assassinat de M. Moïse, quelles conséquences sur les relations haïtiennes et dominicaines. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. 7% à bon petit temps, ou bénéficier 7% obligé. Allez, oh, Carole, Sans régler comme ça même, pas voir du tout. ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entendait parler de l'obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Débouquer pour pipiti 50 000 gouttes ou qu'à mettre dans l'obligation BRH cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année? Ça bon net, oui. Et bien, son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos marchés. Qui a fait acheter de la série ça? S'il descend ou bon, s'il monte,
PRH a mis un petit déplice sous 7% là. Qui donc, pas de perdu non, ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé, renouveler l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis, qui compte exactement ma jeune produit ça? Ou à venir dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans la fédération yo, ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si vous faites une année dans obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. Vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profin. Commencez à investir à partir de 1 000 $ ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profin aujourd'hui même. Contactez-nous placement@groupeprofin.com 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Vous suivez le magazine économique et le rendez-vous économique sur Radio Télé Métropole et cette émission sera disponible sur YouTube. Notre invité, c'est Jean-Michel Kawa du côté de la République dominicaine. Comme je disais, l'île est totalement bouleversée ces jours-ci, l'assassinat de M. Moïse. Et de l'autre côté, il y a beaucoup de scandales financiers, des difficultés qu'il y avait eu, des procès qui sont engagés en ce moment-là. Et Jean-Michel, on parlait des relations haïtiano-dominicaines. Bon, on sait bien que le lobby commercial dominicain est très fort également parce qu'ils ont besoin d'écouler leurs produits. Donc, fermer la frontière. On se rappelle, et lorsque on avait décrété le confinement de ce côté, les Dominicains n'étaient pas du tout contents. Ils ont fermé la frontière pour protéger tout ce qui... Parce qu'on ne comprenait pas ce qui se passait du côté d'Haïti avec l'assassinat. Donc, la frontière est ouverte. Maintenant, il y a des échanges qui se font au niveau des biens particulièrement. Mais il paraît qu'on n'arrive pas encore à traverser la frontière du côté d'Haïti pour aller en République dominicaine. C'est bien ça? Oui, je pense que ce problème est lié à la fois à ce qui s'est passé en Haïti, l'assassinat du président Jovenel Moïse, mais également à la difficulté qu'a Haïti à affronter la pandémie. Je pense que là aussi, il y a un problème. On est sur une petite île avec 2 pays. Si l'un, comme la République dominicaine, a déjà pu vacciner plus de 60% de sa population, on est à plus de 9 millions de vaccins donc, qui ont été inoculés, alors qu'en Haïti, comme vous le savez mieux que moi, on est au balbutiement. Et malheureusement, on avait pensé au début de cette pandémie qu'Haïti était à l'abri, mais Haïti n'est pas, aucun pays n'est à l'abri. Et donc, c'est une des raisons, je pense, aussi pour lesquelles, sur le plan du trafic, enfin du transit entre les 2 pays, les mesures vont être plus difficiles à adopter. Et je crois qu'on n'est pas au pass sanitaire comme en Europe, mais cette question de la pandémie pour la République dominicaine est fondamentale, car comme je vous le disais, le pilier de l'économie dominicaine, c'est le tourisme. Et si la République dominicaine n'arrive pas à juguler cette épidémie par la vaccination, c'est la seule arme dont on dispose actuellement, eh bien le tourisme ne va pas vraiment repartir de manière durable. Donc là, je crois qu'il y a un problème que, bon, c'est pas la première priorité peut-être vu ce qui se passe en Haïti actuellement, mais c'est un problème important pour l'île. Et malheureusement, Haïti, vous vous souvenez que Jovenel Moïse avait refusé un lot de vaccins AstraZeneca à un moment donné. Ça avait été absolument pas compris en République dominicaine. Les gens se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les Haïtiens ne veulent-ils pas se faire vacciner? Quels sont les vaccins qu'il y a en République dominicaine ces jours-ci? Pardon? Quels sont les vaccins qui sont inoculés du côté de la République dominicaine? La grande campagne, la grande majorité des vaccins, ce sont les Chinois, les vaccins Sinovac qui viennent de Chine. Je dirais que ça doit représenter plus de 85% de la totalité des vaccins qui ont été utilisés. Au début, il y a eu également des AstraZeneca qui ont été surtout utilisés pour le personnel soignant, qui ont été prioritaires dans la campagne de vaccination.
Et puis, depuis quelques temps, on a des vaccins Pfizer qui sont utilisés pour les enfants et les jeunes, et surtout pour une troisième dose pour les gens qui ont été au début de la campagne Sinovac, qui ont eu les 2 doses Sinovac. Et donc, ça sert pour renforcer la protection. Une troisième dose est appliquée en République dominicaine. Il y a plus de 60% de la population déjà vaccinée, selon la déclaration que tu as faite là. Ça change évidemment tous les jours, mais oui, on doit être autour de entre 50 et 60%. Et je vous dis, il y a 9 millions de vaccins. Bon, on prend les 2 doses. En première dose, je crois qu'on doit être autour de pas loin de 60%. Oui. Et quelle a été la réaction de la population dominicaine? Ils ont accepté de prendre les vaccins sans aucun problème? Ah oui, 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 tout à fait. Les Dominicains se sont précipités pour se faire vacciner. Les réticences, il y a eu quelques réticences, quelques rappeurs, quelques musiciens qui ont fait quelques chansons. Mais en gros, non, la population a pris conscience du danger de ce virus, et je dirais que la population est allée se faire vacciner sans aucun problème. On se rappelle qu'en mars 2020, lorsque le premier cas positif retrouvé sur l'île, c'était en République dominicaine, cet Italien qui venait dans le nord de la République dominicaine, et Haïti avait froissé les Dominicains en fermant les frontières comme pour se protéger. Voilà, maintenant, on se retrouve dans la situation de ce côté, si je comprends ce que tu viens me dire, Jean-Michel. Mais maintenant, est-ce qu'il n'y a pas réellement un manque du côté des leaders au niveau des deux côtés, puisque nous habitons le quartier? Ça représente un danger pour les deux. Est-ce qu'il ne va pas y avoir une commission binationale pour poser ce problème? Car il y aura d'autres pandémies, on attend en quelque sorte, il y a des variants. Est-ce qu'il y a un échec diplomatique en ce sens-là? Vous savez, malheureusement, on retombe sur le même problème. Vous savez qu'il existe une commission mixte bilatérale que les Dominicains voudraient voir fonctionner. Moi, je connais bien plusieurs bilatérales. Et malheureusement, je dirais, le fait qu'elle ne fonctionne pas comme elle fait incombe surtout à la partie haïtienne. Je veux dire, la faiblesse, la défaillance de l'État haïtien, ce qu'il faut bien appeler la défaillance de l'État haïtien, fait que, souvenez-vous de cette rencontre qu'il y avait eu entre Louis Abinader et Jovenel Moïse. Il avait présenté un plan qui est, je crois, un plan tout à fait rationnel et positif pour faire avancer la coopération bilatérale sur les dossiers les plus importants, dont le dossier sanitaire, le dossier de l'environnement, évidemment le dossier commercial, évidemment le dossier migratoire. Je crois que ces propositions étaient tout à fait positives et sensées, mais malheureusement, on n'a pratiquement pas avancé. Et pourquoi on n'a pas avancé? Parce que côté haïtien, vous savez quelle est la situation du gouvernement, de l'État haïtien. Aujourd'hui, on ne sait pas quelle est l'autorité, qui est le Premier ministre en Haïti. Il n'y a plus de président. Enfin, on est dans une espèce de vide institutionnel qui ne favorise pas ce genre de décision urgente qu'il faudrait prendre, comme vous le dites, affronter de manière bilatérale cette pandémie, bien sûr. Quel est le sentiment actuel de la République dominicaine par rapport à Haïti, que ce soit sur le plan politique, sur le plan social, à savoir les différents groupes de la société dominicaine, par rapport à ce qui se passe actuellement en Haïti, l'assassinat de M. Moïse? Comme je vous le disais, une partie de l'opinion influencée par ces nationalistes anti-haïtiens, xénophobes, qui disent vous voyez, c'est la preuve que c'est un pays où ne règne que le chaos, quelqu'un incapable de se gouverner, un État failli, tout ce discours qu'on connaît. Et puis vous avez, comme je vous le disais également, une grande partie de l'opinion qui voudrait que ça aille bien en Haïti, qui comprend les difficultés, mais et puis les secteurs, je dirais les leaders aussi bien au niveau politique, gouvernemental que du milieu des affaires. Encore une fois, je pense que maintenant, il y a clairement une espèce de consensus sur le thème il faut que ça aille bien en Haïti. Malheureusement, la communauté internationale n'a pas fait ce qu'il fallait faire. La République dominicaine a été critique vis-à-vis de la communauté internationale. Souvenez-vous qu'il y a eu une réunion du Conseil de sécurité récemment
après l'assassinat de Jovenel Moïse. Et la République dominicaine a demandé à assister à cette réunion à huis clos en tant qu'observateur, car elle n'est plus membre du Conseil de sécurité cette année, et ça lui a été refusé. Je pense que les dirigeants dominicains ont mal perçu ce refus. Première loge, en cas d'aggravation de la crise haïtienne, il est clair que les conséquences migratoires, que les conséquences économiques, que les conséquences sanitaires aujourd'hui, que les conséquences environnementales, car il y a une urgence aussi climatique qu'on ne peut pas traiter séparément dans un des deux pays. Ça doit être envisagé et traité au niveau de l'île, bien sûr. Donc je crois qu'il y a tout ça qui fait que la République dominicaine, réellement, voudrait qu'Haïti aille mieux. Et feu président Moïse, quand même, avait des relations avec Abinader. On se rappelle, c'est l'un des rares présidents à avoir fait le déplacement. Et lorsque Abinader allait prendre le pouvoir, donc en ce sens, il y avait quand même des échanges. Mais il y a eu quelques accros, particulièrement concernant le canal au niveau de la frontière. Est-ce que ça valait la peine? Pourquoi Abinader s'est tellement attaché à ce problème au niveau de la frontière? Qu'est-ce qu'on peut dire concernant ce canal? Non, je crois que, à mon avis, ça ne méritait pas, cette affaire ne méritait pas tout le bruit qui a été fait autour. Et là encore, il y a plusieurs facteurs qui ont joué. Je crois que du côté haïtien, il y a eu un défaut d'information préalable, ce qui est regrettable. Je crois que le traité de 1929, si ma mémoire est bonne, prévoit que dans ce genre de circonstances, une consultation est prévue. Et puis, il y a eu évidemment les nationalistes qui se sont emparés de cette histoire, qui ont même organisé une petite manifestation à Darabon, qui ont chauffé l'opinion sur cette histoire en disant que les Haïtiens voulaient les cultivateurs, les agriculteurs de la région. Ça a été, je dirais, mal enclenché du côté haïtien, a été utilisé de manière politique par un secteur donc nationaliste ici. Il y a également la déclaration du maire de Santiago qui a mis de l'huile sur le feu quand même. Lui est clairement allié de ce secteur nationaliste anti-haïtien, ça c'est clair. Maintenant, on sait bien que c'est la saison cyclonique dans la zone de la Caraïbe, mais République dominicaine, avec tout ce qui se passe au niveau judiciaire, là, Haïti, et ce qui s'est passé avec l'assassinat du président Moïse, voilà Cuba se mettre de la partie, une île, la grande île calme. Je sais que c'est du travail, du boulot pour vous, parce que vous couvrez quand même tout ça pour quelques correspondants et que vous jouez pour la France, l'Europe en particulier. Et Cuba, qu'est-ce qui se passe de côté de Cuba là? Ça a été à la fois une surprise. Attendez un peu, la situation était devenue de plus en plus difficile à Cuba. Comme vous le savez, la pandémie s'est beaucoup développée au cours des dernières semaines, malgré le fait que Cuba a mis au point un vaccin. Le seul pays latino-américain qui a mis au point un vaccin, c'est Cuba, mais c'était trop tard finalement pour garantir une certaine immunité à la population. Donc je pense, qu'est-ce qui s'est passé à Cuba? Je pense qu'il faut chercher, si vous voulez, le fait que l'administration Biden ne soit pas revenue sur les mesures très restrictives qu'avait adoptées Trump, la précédente administration américaine, qui avait serré la vis après le relatif relâchement de l'administration Obama. Les Cubains espéraient que l'administration Biden reviendrait donc sur un certain nombre de mesures qui règnent les envois de fonds, ces fameuses RSA, sur les échanges entre les deux pays. Donc il y avait un espoir quand les démocrates ont à nouveau gagné la Maison-Blanche, et cet espoir a été déçu. Et ça, la population est vraiment... Les difficultés à Cuba, cette espèce de... Depuis la période spéciale qui a suivi l'effondrement du bloc socialiste, j'allais régulièrement à Cuba, et les Cubains ne voulaient surtout pas revivre une époque semblable. Et là, ils ont l'impression que l'histoire bégaye, se répète, et qu'ils sont à nouveau plongés dans cette affaire de
de période spéciale avec ces restrictions, ces coupures d'électricité. Et puis, une chose importante aussi, vous savez que après les difficultés du Venezuela, donc la fin de fait du programme Petro-Caribe, sa réduction importante, en ce qui concerne Cuba, la coopération bilatérale a beaucoup baissé en raison de la crise au Venezuela. Le tourisme était devenu bouée avec les remessas, avec les transferts de fonds, la seule bouée de l'économie cubaine. Non, le tourisme, comme vous le savez, a été une des grandes victimes de la pandémie du Covid. Et là aussi, pour les rentrées de devises de Cuba, pour l'économie cubaine, le Covid a été un coup très, très dur, très, très important. Donc, on peut dire que Biden, à cause des pressions internes qu'il y a, et pour empêcher Trump de retourner en force avec toute son équipe et pour les midterm elections dans 2 ans, donc a pratiqué le trumpisme, je pourrais dire, sur le plan international. Si on regarde ce qui se passe à Cuba, Haïti, il n'y a pas de trop de changement. Regardez Afghanistan, c'est un petit peu ce que Trump voulait quand même sortir, c'est Make America Great Again, à savoir se retrouver sur l'Amérique, résoudre les problèmes internes. Est-ce que c'est le trumpisme sans Trump? Non, je ne dirais pas que c'est le trumpisme sans Trump, je dirais que c'est la politique de l'autruche. Je pense que, en tout cas en ce qui concerne Cuba et Haïti, l'arrière-cour, comme on dit, Caraïbes, je crois que le président Biden et ses principaux conseillers avaient décidé de ne pas s'en occuper, de ne pas regarder trop et de ne pas mettre ça un peu sur le derrière de la cuisinière. Et puis finalement, c'est les crises auxquelles on assiste depuis quelques semaines ont remis ces dossiers en haut de la pile et ils sont bien obligés de s'y intéresser. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire que... je pense que si vous voulez, en ce qui concerne Cuba, Cuba reste un problème de politique intérieure américaine. Pourquoi ? Parce que la Floride est un État électoralement fondamental, c'est un des swing states, un des États qui fait la différence au niveau de l'élection américaine. Et comme vous le savez, la Floride est largement dominée par les Cubano-américains qui restent très hostiles, évidemment, à toute mesure d'assouplissement de l'embargo ou de transfert, d'augmenter le transfert de fonds vers Or que là, il y a une partie de la population cubaine qui aimerait bien envoyer plus d'argent à condition que ça ne profite pas au gouvernement. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Mais grosso modo, je dirais que l'administration Biden a été surprise finalement qu'elle n'avait pas vraiment regardé ce qui se passait ni en Haïti ni à Cuba et que ça a été la surprise. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire ? Je crois que sur Haïti, on perçoit déjà un petit changement dans la mesure où encore il y a quelques 2 jours, je pense, l'administration Biden a dit qu'elle ne reconnaissait pas de Premier ministre et qu'elle ne souhaitait pas obliger les élections au forceps le 26 septembre, comme c'était la position antérieure. Élection qui aurait été évidemment un désastre et qui n'aurait pu qu'aggraver encore la crise, vu ce qu'on sait de la situation de sécurité, du CEP et du CEP en Haïti. Donc, je pense qu'il y a une évolution. Ils se sont penchés sur le dossier. Quant à Cuba, je crois que tout va dépendre de ce qui se passe dans l'île. Pour l'instant, il y a une forte pression du secteur cubano-américain le plus dur pour prendre des mesures, y compris certains ont demandé qu'il y ait une action militaire pour renverser le régime castriste, tout ce qu'il en reste. Biden a clairement dit que non, qu'il n'y aurait pas d'action militaire. Mais on parle de ballons, de système de satellite pour permettre aux Cubains d'accéder à Internet alors qu'il a été coupé par les autorités. Donc il y a différentes mesures qui pourraient être prises, qui pourraient contribuer à tendre les relations entre Washington et la Havane. Pour l'instant, on est plutôt dans une espèce d'examen des dossiers, d'attentisme. En Haïti, visiblement, on attend qu'il y ait réellement une alternative. Je pense que c'est vraiment une opportunité pour le secteur démocratique, pour les gens qui réellement veulent un changement en Haïti. Je pense que la communauté internationale a compris qu'il faut
on ne peut pas imposer n'importe quoi, ça ne sert qu'à aggraver les choses. L'échec de la MINUSTAH, l'échec des solutions imposées de l'extérieur est là pour le démontrer. Donc moi, je ne suis pas complètement négatif et pessimiste. Je crois que des solutions pourront être trouvées, mais c'est aux Haïtiens, évidemment, à se mettre ensemble et à essayer de les trouver, et rapidement, parce que le temps presse. Jean-Michel Kawa, merci pour cet éclairage sur cette onde de choc subie par les deux plus grandes îles de la Caraïbe, Haïti, partagée entre la République dominicaine et bien sûr et Haïti, et du côté de Cuba. Encore une fois, un grand merci. Merci à vous et bonjour à tous les amis. Tout à fait. Et méfiez-vous, le temps presse. Merci bien. Ciao. À la semaine prochaine.